c'est l'heure de l'histoire. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Voilà. C'est l'heure de l'histoire, je l'ai bien dit quand même. Hein. Mais tout à fait. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons mettre le cap, voilà l'expression que je cherchais il y a 5 minutes, sur la Floride cet après-midi, sur l'atmosphère marine et moite de Philadelphie et du sud-est des États-Unis. Je me figure déjà le ventilateur au plafond du studio. Mais avant ça, Julia, je voudrais fêter un anniversaire. Ah ouais, je me rappelle un certain Franck Ferrand me disant il y a très peu de temps encore que cette émission ne serait pas celle des anniversaires et des commémorations. Je me trompe ? Non, vous avez raison, ce serait trop facile. Et surtout, à mes yeux, ça manquerait de la liberté nécessaire. Mais tout de même, j'estime qu'il y a des dates qu'on ne peut pas laisser passer. Or, aujourd'hui, 9 mars 2011, cela fait très exactement 350 ans qu'un grand homme, un des monstres sacrés de l'histoire de France, a tiré sa révérence. Cet homme d'État, ce grand filou, ce diplomate accompli, cet esthète amoureux de toutes les beautés, ce cardinal qui n'était même pas prêtre, ce travailleur infatigable, ce héros, cet ennemi public, ce grand ministre en même temps qu'un grand manipulateur, ce génie, disons-le en un mot, c'était Giulio Mazarini. Il était devenu Jules Mazarin. Eh bien Franck, quel hommage vous rendez ? Oui, presque un début d'oraison funèbre. Il y a donc 3 siècles et demi, Julia, le 9 mars 1661, dans la partie du château de Vincennes qu'il venait de faire construire, côté bois, donc vers le midi, s'éteignait le successeur de Richelieu, l'ami d'Anne d'Autriche, le parrain de Louis XIV. Alors, à ce micro, j'ai souvent eu l'occasion de vous parler de Mazarin. Je voulais seulement rappeler qu'on lui doit, entre autres bienfaits, le somptueux collège des 4 nations qui, de nos jours, abrite les académies au quai Conti, avec une bibliothèque sublime, la fameuse Mazarine. Étonnant Mazarin, diable d'homme, celles et ceux d'entre vous qui, il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans d'ailleurs, ont eu le privilège de voir Claude Rich interpréter le Diable Rouge, comprendront ce que je veux dire. Et pour conclure ce petit hommage préliminaire, je ne crois pouvoir mieux faire que vous renvoyer à un maître livre. Vous savez, cette biographie lumineuse qu'est le Mazarin de Simone Berthière, aux éditions de Fallois. Ouvrez ce livre à n'importe quelle page, lisez-en comme ça quelques paragraphes, vous n'aurez pas perdu votre quart d'heure. Le Mazarin de Simone Berthière, c'est bien noté Franck. Et de mon côté, je voulais rappeler quand même que l'on peut vous poser des questions par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, mais aussi sur la page de l'émission, la page Facebook qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Voilà, allons-y Julia. La Floride nous attend avec ses marais pleins d'alligators et ses plages peuplées de créatures languides. L'immense écrivain qui nous attend là-bas, arrivé à sa machine à écrire, s'appelait Tennessee Williams. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. La merveilleuse chanson de Michel Berger qu'on entend chanter, là, c'est lui qui faisait le premier couplet et l'autre, évidemment, a été repris par Johnny Hallyday. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Tous, plus ou moins, un jour ou l'autre, nous nous sommes laissés emporter dans le cyclone Tennessee Williams, ne serait-ce qu'à travers l'un ou l'autre des grands films qui ont immortalisé ces pièces. Un tramway nommé Désir, évidemment, avec Marlon Brando et Vivien Leigh. La chatte sur un toit brûlant avec Liz Taylor, Paul Newman, Soudain l'été dernier avec Monty Clift et Katharine Hepburn, et puis 12 oiseaux de jeunesse, La nuit de l'iguane, La ménagerie de verre, j'en passe. À moins de 3 semaines du centenaire de la naissance de Tennessee Williams, le 26 mars, on peut dire que l'auteur américain est en vogue. Il vient de faire une entrée tonitruante au répertoire de la comédie française, avec la mise en scène un peu délirante, assez inattendue, que Lee Breuer donne du Tramway, l'un des drames les plus marquants du XXe siècle. Vous savez que l'association des critiques de théâtre américains a élu cette pièce, Un tramway nommé Désir, la pièce la plus importante du XXe siècle. C'est pas tellement étonnant qu'ils aient choisi un dramaturge américain, certes, mais je pense qu'ils ne sont pas loin de la vérité. C'est assez juste finalement comme palmarès. Au même moment, paraît une édition exhaustive et en partie retraduite des œuvres de Tennessee Williams dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, avec une préface magistrale de Catherine Frucheron-Toussaint. Cependant, le plus bel hommage rendu à Tennessee Williams de ce côté-ci de l'Atlantique, je crois qu'il faut aller le chercher encore ailleurs,
Où cela ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission tout à l'heure avec mon invité. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Le grand Tennessee Williams fait partie, me semble-t-il, de ces auteurs qu'il était évident d'aborder par l'œuvre plus que par la vie. Vous savez que c'était le grand débat entre Marcel Proust et Sainte-Beuve. Faut-il parler des œuvres ou faut-il parler des auteurs à travers leur existence ? Il n'empêche, dans le cas présent, c'est bien quand même dans la vie de Tennessee que se trouvent les clés de l'œuvre et notamment dans son enfance. J'ai été heureux jusqu'à 8 ans, a-t-il écrit. 8 années d'une enfance bénie, choyée dans le Mississippi pour le petit Thomas. On l'appelait Tom à la maison. Le surnom de Tennessee lui viendra plus tard, beaucoup plus tard en fait, à la fac. Le personnage central et tendre de la petite famille, c'est la mère, Edwina, la fille unique de Walter et Rosina Ott. Elle vit chez ses parents depuis sa séparation avec le père de Tom, Cornelius Coffin Williams, CC si vous voulez. Lui vient précisément du Tennessee. Qui c'est ce père? C'est un alcoolique, un joueur de poker qui vient rarement chez ses beaux-parents voir sa femme et ses enfants. Je dis ses enfants, car Tom a une grande sœur, elle a presque 2 ans de plus que lui, Rose, et on peut dire que c'est Rose qui littéralement va orienter ou désorienter la vie de Tom. Relation fusionnelle entre le frère et la sœur. D'ailleurs, leur gouvernante noire, il ne faut pas oublier qu'on est dans le sud mythique au début du XXe siècle, leur nounou, il s'appelle Ozzy, les a surnommés le couple. Déjà, Rose encourage le petit frère, elle encourage Tom à écrire. Il a été gravement malade à l'âge de 5 ans, il a dû rester alité et il a occupé son temps en écrivant des poèmes, des scénettes. Et on peut dire qu'il est précoce. Sa première machine à écrire, il l'a reçue pour un anniversaire, il avait 12 ans. N'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis, donc là-bas, on écrit déjà au début du XXe siècle à la machine à écrire, évidemment. Les 2 femmes de la vie de cet enfant sensible, ce sont donc sa grand-mère maternelle et sa sœur, et elles portent à une syllabe près le même prénom, Rose. On retrouvera des roses et des mentions de roses sous bien des formes dans bien des œuvres du grand Tennessee, à commencer par la rose tatouée évidemment. Surtout, ce que l'on y retrouvera de manière presque obsessionnelle, c'est cette éternelle nostalgie d'enfance qui prend l'aspect assez incernable finalement, assez fuyant d'une atmosphère humide, diaprée, langoureuse et sans doute vénéneuse qui nimbe l'ensemble de l'univers théâtral et esthétique de cet homme-là, comme elle envahit certains cabarets de jazz à la Nouvelle-Orléans. Donc, en 1918, patatras, là d'un seul coup, changement de programme. Le père vient rechercher sa femme et ses enfants et il les emmène avec lui à Saint-Louis, dans le Missouri, où il travaille pour une fabrique de chaussures. On peut dire que là, c'est la fin du vert paradis des amours enfantines pour Rose et pour Tom. C'est un coup vraiment rude, ça change tout. Et d'ailleurs, bientôt, ils vont avoir un petit frère qui va les rejoindre, Dakin. Dur, ce père, tout de même. Voilà, vous savez, ce genre d'homme qui exsude une sorte de violence rentrée, qui traite son jeune fils Tom de Miss Nancy, c'est-à-dire, c'est un peu difficile à dire, mais chochotte, on dirait en français. Et surtout, qui paraît dominé par ses pulsions sexuelles. Les enfants voient à quel point leur mère souffre des assiduités de son mari. Alors Tom, comme on voit souvent dans ce cas, Tom fuit dans l'imaginaire et à l'époque, il se met à éprouver une profonde répulsion pour l'amour physique. Ça le suivra très longtemps. Ça, quant à Rose, elle a carrément fait le vœu de rester vierge pour le restant de ses jours.
Un jour d'ailleurs, les choses deviendront plus claires puisqu'elle affirmera à plusieurs reprises que son père a tenté d'abuser d'elle. Elle aura 28 ans lorsque sort enfin cette révélation que sa mère Edwina ne peut pas accepter. On met ça sur le compte de sa maladie. Elle n'est pas nette, cette pauvre Rose. Elle est malade des nerfs, comme on dit à l'époque. On est en 37. Il faut soigner cette dépression. C'est ça qui lui fait raconter n'importe quoi. Alors Rose sera enfermée dans un sanatorium près de Saint-Louis, un établissement catholique. Elle est folle, c'est en tout cas ce que prétend la famille. Et pendant longtemps, Tom lui-même affirmera que sa sœur a été lobotomisée dès 1937. En réalité, on sait que la terrible opération sur Rose n'aura lieu qu'en 1943. C'en est fini, évidemment, du bonheur du jeune auteur. Toute sa vie, il sera torturé par le regret, par la culpabilité, par un très grand malaise à l'évocation de cette sœur tant aimée, peut-être abusée sexuellement, en tout cas sortie très tôt du monde des gens sensés, jusqu'à perdre l'esprit sur intervention chirurgicale. Insupportable tout ça pour Tom, alias Tennessee, qui désormais ne peut plus échapper à ses tournements qu'en les transposant dans ses œuvres. Aucun doute, la souffrance latente dans les pièces de Tennessee Williams, c'est bien la version transcendée de ses propres souffrances. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Vie de vie, Tennessee Williams l'a contractée tôt, nous l'avons vu, mais elle s'est heurtée, Julia, aux accidents d'une existence douloureuse. La toute première publication d'un texte de Tom peut être datée de 1924 dans un journal de collège, vous savez, un journal d'école. Il accumule les poèmes Tennessee, si je puis dire. À l'époque, on peut encore l'appeler Tom, il a 13 ans. À l'université du Missouri, il écrit des nouvelles, il propose même des pièces qui sont jouées par ses camarades, sauf qu'en 3e année, il échoue à la préparation militaire. Et alors ça, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas pour son père. Toujours lui, c'est un peu le méchant de l'histoire, le père Williams. Il retire son fils de l'université pour le placer dans la fameuse fabrique de chaussures où il travaille lui-même. Comme manutentionnaire, vous imaginez l'ennui et bientôt le désespoir du jeune homme. La dépression accentuée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le souci lancinant de sa sœur Rose. Cette dépression ne tarde pas. Tom s'en va se reposer, comme on dit, chez ses grands-parents paternels, cette fois à Memphis, dans le Tennessee. Puis il intégrera d'autres universités. Et là, il va commencer quand même à se faire connaître comme auteur. Il va faire jouer une première pièce en public. Il écrit son premier grand drame, Not About Nightingales. C'est l'histoire d'une rébellion en prison, donc un thème social, vous voyez, avec une approche réaliste, transcendée par cette espèce de profond lyrisme qui marque l'ensemble des textes de Tennessee Williams. Ce sont les bases d'un art qui se mettent en place. Il ne faudrait pas croire que pour autant Williams échappe à la dureté de ce monde qui depuis l'enfance ne cesse de le rattraper. On le voit alors qu'il s'est installé en Californie, accepter par exemple pour gagner un petit peu sa vie un emploi de plumeur de pigeons dans un abattoir. Quand on est ultra sensible comme il l'est, vous voyez, c'est pas le genre de métier qu'on fait volontiers. Plus tard, on lui offre de garder des poulets, les poulets d'un élevage près de Laguna Beach. Ça, c'est pendant 2 mois d'été. C'est déjà plus tranquille et même pour lui, c'est assez idéal. Voici ce que Tennessee Williams relatera de cette parenthèse estivale dans ses célèbres mémoires parus en 1975. Je le cite. Je ne sais pas à quoi ressemble la plage de Laguna Beach à l'heure actuelle, mais dans les années 1930, c'était un endroit bien agréable pour y passer l'été. Il y avait toujours une partie de volley-ball en train, des gens qui pratiquaient le surf, il y avait une colonie d'artistes et tout à l'avenant. C'était un enchantement. Il me semble pourtant que le plus agréable, c'était de remonter le canyon à vélo au coucher du soleil, en cette saison où le ciel est encore un poème. Les chiens de toutes les fermes le long de la route aboyaient sur notre passage, pas méchamment, mais simplement pour nous prévenir qu'ils étaient en leur poste. Je crois que cet été-là a été le moment le plus heureux, le plus sain, oui, le plus joyeux de toute mon existence. C'est donc Tennessee Williams lui-même qui nous le dit. Malheureusement, à la fin de l'été, les poulets seront victimes d'une mystérieuse épidémie et le retour des difficultés ne se fera pas attendre. À cette époque, Tennessee Williams a donc une 30aine d'années, il écrit beaucoup et il choisit pour le représenter un agent littéraire de renom, une femme remarquable, Audrey Wood.
C'est Audrey, qui lui trouve son premier petit emploi de rewriter dans les studios MGM, mais les textes sur lesquels on lui demande de travailler ne l'inspirent pas vraiment, et il essaie, évidemment, comme tous les scénaristes en herbe, il essaie de présenter son propre travail. Notamment, il construit un scénario à partir de sa nouvelle La Ménagerie de verre. Le scénario est refusé, eh bien, il transforme tout ça en pièce de théâtre. Pièce éminemment autobiographique, cette ménagerie. Vous avez là-dedans une mère qui ressemble à Edwina comme deux gouttes d'eau et qui vit à Saint-Louis avec ses 2 enfants, Tom, comme par hasard, et qui, comme par hasard, travaille dans une fabrique de chaussures. Et non pas Rose, mais Laura, névrosée, vivant dans son monde à elle. La mère espère énormément marier sa fille, qu'elle considère comme malade, à un ami de son fils, Jim, qui est invité à dîner, mais ça va se révéler impossible puisque lui n'est pas disponible. La pièce est d'un réalisme poétique plein de non-dits, de glissements de sens, de métaphores universelles aussi. Les symboles, confiera plus tard le dramaturge, ne sont qu'une manière de dire quelque chose d'une façon plus directe, simplement, de façon plus belle. La Ménagerie est montée à New York en 1945 et c'est un grand succès. Du jour au lendemain, à 34 ans, Tennessee Williams accède à la notoriété. 2 ans plus tard, vous savez, ce sera le triomphe d'un tramway nommé Désir. Alors, je vous raconte pas l'histoire. Soit vous la connaissez déjà, soit c'est pas le cas et je ne peux que vous conseiller d'acheter au plus vite un DVD du film mythique d'Elia Kazan. Et en attendant, juste un petit extrait du film en VF. C'est la scène très houleuse d'explication entre Kowalski et Blanche. Tout ça, c'est que de l'imagination, du truc et de la trappe nigo. Et regardez-vous. Non, mais regardez-vous avec ces oripeaux de mi-carême. Qu'on l'aurait 4 sous, décrochez-moi ça. Et cette couronne, en plus. Pour jouer davantage à la princesse. Et vous ne savez donc pas que je vous ai deviné tout de suite. Et que pas une seule minute, vous avez réussi à me posséder. Vous venez là et vous collez partout de la poudre et vous puez le parfum. Et vous foutez un lampion de papier sur l'ampoule et il vous en faut pas plus pour faire de ma turne un trône d'Égypte. Et voilà que vous devenez la reine du Nil qui a le droit de siffler tout mon whisky. Et moi, vous savez ce que je dis? Ha ha! Ah, j'aime pas du tout ce rire. J'aurais 1 million de fois préféré celui de Marlon Brando, évidemment. Mais oui. C'est un extrait de la version française que nous vous avons diffusée de ce film d'Elia Kazan, 1951. C'est la reprise, à peine allégée, de la pièce qu'il avait mise en scène, dans ce réalisme qui ne semble plus inspirer les metteurs en scène d'aujourd'hui, puisque les dernières mises en scène du tramway sont au contraire extrêmement sophistiquées, oniriques, assez loin, me semble-t-il, de l'esprit de Tennessee Williams. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. À l'occasion du centenaire de la naissance de Tennessee Williams, au cœur de l'histoire en hommage aujourd'hui sur Europe 1 à cet immense écrivain américain, Franck. Eh oui, qui aurait effectivement 100 ans. Il aurait bientôt 100 ans. Il est né le 26 mars 1911. Il y a un épisode de la vie de Tennessee Williams que j'ai volontairement escamoté tout à l'heure. C'est celui de son voyage en Europe à l'été 1928 avec son grand-père maternel. Il a 17 ans donc à ce moment-là. Et pour lui, on peut dire que ça va être une sorte d'éclosion, ou plutôt de triple révélation à lui-même. Révélation intellectuelle d'abord. Alors qu'il marche seul sur un boulevard parisien, il a une sorte d'illumination, je le cite, « Il m'a paru que le processus de la pensée était un mystère complexe et terrifiant dans la vie de l'homme. S'il y a dans les textes de Tennessee Williams, j'ai envie de dire un noyau, quelque chose vers lequel tout tend, c'est dans l'espèce d'élucidation de ce qui pour lui est un mystère, un grand mystère. Deuxièmement, révélation spirituelle, dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne, où il tombe littéralement à genoux, certain d'avoir été touché par la grâce divine et débarrassé comme ça, d'un coup, d'une sorte de phobie et de très grand malaise qui, pensait-il, allait le conduire à la folie. Il était certain de devoir suivre le même chemin que sa sœur, en quelque sorte, et là, d'un seul coup, le voilà sauvé, en quelque sorte, par la foi. Enfin, et avant cela, chronologiquement, sur le bateau qui le conduit en Europe, révélation plus intime, même s'il affirme n'avoir pas sur le coup compris tout le sens de l'allusion du capitaine. Le capitaine, ou à mon avis ça devait plutôt être un commissaire de bord, mais peu importe, un officier de bord déclare en tout cas en regardant Tom que son avenir n'était pas difficile à deviner. Si vous voyez ce que je veux dire,
Sous-entendu, son penchant, son attirance, un jour son obsession pour les beaux garçons. C'est un thème qui se retrouve en filigrane, mais en filigrane seulement, toujours traité de manière indirecte dans toutes les pièces de Tennessee Williams. À la revue Gay Sunshine, qui lui faisait le reproche de ne pas aborder la question frontalement, voilà la réponse que Tennessee Williams devait faire, ça c'était en 1976. Ah, vous voulez toujours savoir pourquoi je n'écris pas une pièce homosexuelle ? Cela ne me semble pas nécessaire. Cela réduirait trop mon public. Je souhaite avoir un large public parce que l'intérêt majeur de mon œuvre n'est pas la sexualité, mais son aspect social. Je ne suis pas prêt à me limiter à un public homosexuel. On pourrait rétorquer facilement à Tennessee Williams qu'on peut écrire une pièce homosexuelle sans s'adresser seulement au public homosexuel. Mais c'était en tout cas sa défense et son attitude. Il faut savoir que de 1947 à 1963, donc pendant plus de 15 ans, il va vivre une longue et forte liaison avec Frank Merlo, qui avait 25 ans au moment de leur rencontre. Lui, à l'époque, en a 36. Frank mourra d'un cancer du poumon à Key West en septembre 1963. C'est un des grands chocs de la vie de Tennessee, mais d'une façon générale, il reste toujours très discret sur sa vie privée, aussi discret finalement que ses écrits demeurent allusifs sur le thème de l'homosexualité. Il y a eu quand même des femmes dans sa vie, il y en a même eu beaucoup, et parmi celles qui gravitent autour de lui, il en est une qu'il aimera et qui deviendra en quelque sorte son autre sœur, pendant un temps même sa compagne, Carson McCullers. Vous savez, c'est l'auteur notamment de Reflets dans un œil d'or. Voici ce que nous raconte Françoise Sagan dans ses mémoires, merveilleux mémoires de Françoise Sagan, ça s'appelle Avec mon meilleur souvenir. Je la cite. À 6h30, on nous annonça Tennessee Williams. Arriva donc un homme bref, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un regard amusé, qui était depuis la mort de Whitman et reste à mes yeux le plus grand poète de l'Amérique. Il était suivi d'un homme brun, l'air gai, peut-être l'homme le plus charmant de l'Amérique et de l'Europe réunis, nommé Franco, inconnu et qu'il restera. Derrière eux, une femme grande et maigre, dans un short, des yeux bleus comme des flaques, un air égaré, une main fixée sur des planchettes de bois. Cette femme qui était pour moi le meilleur écrivain, le plus sensible en tout cas de l'Amérique d'alors, Carson McCullers. Deux génies, deux solitaires, que Franco tenait par les bras, à qui il permettait de rire ensemble, de supporter ensemble cette vie de rejeté, de paria, d'emblème et de rebut qui était alors la vie de tout artiste, de tout marginal américain. Françoise Sagan ajoutera d'ailleurs à propos de Tennessee, il était bon et viril, et qu'importait qu'il fût bon et viril de préférence avec les jeunes garçons la nuit, du moment qu'il l'était avec toute l'espèce humaine le jour. Voilà ce que Félicie Dubois, au micro d'Europe 1, en 1993, pour le 10e anniversaire de Tennessee Williams, déclarait, on lui demandait si l'auteur occupait la place qu'il méritait au Panthéon des lettres. En Europe, je pense que oui. Aux États-Unis, non. Parce que c'est un auteur homosexuel. Ça, les Américains n'aiment pas ça. Par exemple, à Key West, là où Tennessee Williams a acheté une maison, là où il vivait la plupart du temps, Hemingway a vécu pendant quelques mois. La maison d'Hemingway est transformée en musée, on la visite pour $5. La maison de Tennessee Williams, il n'y a même pas une affiche et elle est à vendre. Parce qu'il dérangeait. Il dérangeait, oui. Juste après le flash de 14h, nous allons entendre Tennessee Williams lui-même, ou en tout cas celui qui joue son rôle en ce moment à Paris et qui littéralement l'incarne. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'écrivain américain Tennessee Williams. Et pour en parler, Franck, vous recevez Benoît Solès, qui est comédien et auteur de la pièce de théâtre « Appelez-moi Tennessee » qui se joue au Théâtre des Mathurins à Paris. Appelez-moi Tennessee, j'ai très envie de l'appeler Tennessee. Bonjour Benoît et bonjour Tennessee. Bonjour Franck. Vous avez écrit donc cette pièce à partir de tout ce qu'on peut savoir sur Tennessee Williams et vous interprétez vous-même le rôle de Tennessee Williams, d'où cette moustache que vous arborez en ce moment. Voilà, pas visible pour les auditeurs, mais en effet j'arbore une Elle vous petite... va très bien d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. En fait oui, il y a deux choses qu'on peut pas rater si on veut essayer d'incarner Tennessee Williams avant de s'intéresser à l'âme et à l'esprit, c'est la petite moustache et les lunettes qui porte
sortait assez régulièrement. Et puis cet air un peu, presque un peu malingre, comme ça, on a l'impression qu'il est embarrassé de lui-même. Alors il faut dire que vous le campez, en tout cas dans la partie principale de la pièce, vous le campez sur la fin de ses jours, on le voit même mourir sur scène. Il faut savoir que Tennessee Williams est mort il y a peu de temps, en fait. Il est mort il y a 28 ans. Ouais, c'était le 25, dans la nuit du 24 au 25 février 1983. On a retrouvé son corps au petit matin. Mars 83. Ah non, c'est la naissance, mars. Oui, donc c'était bien le 25 février. Vous avez raison. Et on le retrouve, bon, ça aurait pu, cela dit, bref, c'était au tout début de l'année 1983. On le retrouve dans sa chambre à l'hôtel Elysium à New York. Alors, officiellement, il se serait étranglé avec le bouchon d'un flacon de médicaments, mais on sait que son frère Deakin a contesté cette version en s'appuyant sur le rapport d'autopsie. C'est un personnage un peu difficile, hein, Deakin, il ne faut pas non plus comme souvent à la mort d'un grand personnage et surtout d'un grand auteur, il y a tout de suite des querelles d'héritiers, puisque Tennessee va donner le droit moral de ses œuvres à Maria Saint-Just, qui était une autre de ses grandes amies, et Deakin va remettre en cause ce droit, cet héritage, ce lait, en disant qu'elle pouvait elle-même, la grande amie Tennessee, être impliquée dans une espèce d'obscur complot ayant visé à l'assassiner. C'est à mon avis totalement faux. Reste qu'aujourd'hui, évidemment, de par son lien de famille, le fait qu'il soit le frère de Tennessee, il est l'héritier quand même aujourd'hui de la majeure partie des œuvres. Est-ce qu'on peut révéler la toute fin de la pièce, Benoît Solès, en disant que dans cette toute fin de la pièce, vous le laissez entendre, vous, qu'il aurait pu être assassiné, mais c'est plutôt symbolique en fait. Il est assassiné par tous tous ses ennemis. Oui, c'est ça. En fait, la dernière scène de la pièce est une espèce de rêve, puisque la pièce se passe essentiellement en 1962, et il est reçu sur un plateau de télévision et il raconte un peu sa vie. Et puis à un moment, évidemment, comme il a un peu abusé de l'alcool, il s'endort. Et là, il y a une scène un peu de cauchemar, un peu prophétique comme ça, où on voit un personnage, une espèce d'ange, un peu de la mort, qui représente, sacrificateur. C'est ça, qui représente à la fois les critiques assassines, les dealers intéressés, les gigolos de passage, et tout ce monde qui malheureusement entoure Tennessee Williams dans les dernières années de sa vie, et qui le pousse peut-être à non pas, ne pousse pas le bouchon au fond de la gorge, mais mettre la main sur le verre, aide la bouteille à se finir dans le verre. Et donc c'est vrai qu'on pense qu'il est mort seul en s'étouffant d'une façon absolument absurde, stupide, mais il y a derrière ce geste accidentel beaucoup de personnes ou de désespoir ou de solitude. En tout cas, comme dans la chanson de Michel Berger, mort très seul et quasiment oublié. On avait oublié qu'il était encore en vie. Il a eu son heure de gloire, hein. Dans les années 50, 60, il est considéré comme le plus grand auteur de théâtre au monde. Ouais. Tous les films qui sont tirés de ses pièces sont tous des films mythiques, comme on dit maintenant, des films cultes. Ouais. Mais à la fin de sa vie, dans les années 80, on a presque oublié qu'il était toujours là. Hein. Oui, en fait, toutes les grandes pièces et du coup, logiquement, tous les grands films adaptés immédiatement après se situent avant 1962. 1962, c'est un peu le dernier grand film, c'est La Nuit de l'Iguane. Et après ça, il a toutes les années 60 et 70 à vivre. Il écrit des pièces bien moins connues, peut-être aussi un peu moins bonnes, un peu moins inspirées, et il s'enfonce petit à petit dans les brumes et dans les vapeurs de l'alcool. Alors la vôtre de pièce, Benoît Solès, raconte, c'est très très bien, vous mettez en scène en fait un talk show. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un studio de télévision, ouais. Et la bonne idée, je trouve que ça devrait donner des idées à des producteurs de télévision, puisque c'est censé être une émission dans laquelle on reconstitue le décor même de la vie, du quotidien de l'invité. Et en l'occurrence, on a reconstitué le fameux bungalow de Key West, avec la table et la machine à écrire, les stores vénitiens, le ventilateur au plafond, bref, cette ambiance extrêmement Tennessee Williams, pour ne pas dépayser l'invité en quelque sorte. Et vous avez un journaliste qui va lui poser des questions sur sa vie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage que vous jouez, le Tennessee Williams tel que vous l'avez écrit et tel que vous l'interprétez, n'est pas un invité facile. Je préfère être à ma place qu'à celle du journaliste en question. Oui, il arrive là en 62 avec tous les grands succès devant lui. Il est un peu plus préoccupé par la situation à l'hôpital, l'état de santé de Franck Merlot, son ami dont vous avez parlé tout à l'heure, qui malheureusement est en train de mourir d'un cancer. Il s'est déjà envoyé, si je puis me permettre l'expression, quelques verres pour se donner l'envie. Oui, c'est très alcoolisé comme pièce, mais on est chez Tennessee Williams. Chez Tennessee Williams. Donc il arrive là dans un état à la fois un petit peu de décontraction et dans cet état d'angoisse aussi permanent qui était le sien, que vous avez raconté dans la première partie. Ce qui crée avec ce journaliste
qui représente un peu l'Amérique triomphante, blanche, hétérosexuelle de l'époque, un choc assez détonnant et qui d'ailleurs dans le début de la pièce, qui est le début de l'interview, provoque une espèce d'affrontement assez brillant, et Tennessee entre le cynisme et le désespoir a des sorties comme ça très drôles qui amusent beaucoup les gens parce qu'il rembarre un peu le journaliste, qui peut paraître un peu au début peut-être un peu niais, mais qui va se révéler beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, puisqu'il va avec beaucoup d'intelligence amener Tennessee à se déshabiller, évidemment moralement, et à se livrer. Non seulement il est malin, mais il est beaucoup plus ambigu qu'il pourrait y paraître. Je ne vais pas tout révéler, évidemment. Vous avez eu aussi l'idée, ça c'est brillant, parce que vous situez l'émission de télé en question pendant la crise des fusées, la crise de Cuba en 1962. Donc il y a une atmosphère de fin du monde, comme ça. On a l'impression qu'on peut tout dire, on ne sait pas si on se relèvera le lendemain matin. Oui, cette espèce de contexte, à cette époque-là, en octobre 62, il y a pendant quelques heures vraiment un doute qui plane, une espèce de fébrilité générale qui saisit évidemment un peu Tennessee, quoique lui peut-être est plus habitué à nager dans ces eaux-là, mais le présentateur est très fébrile. Il a d'ailleurs manifestement quelqu'un de sa famille, quelqu'un à qui il tient, qui est à Cuba, à Guantanamo, qui peut-être sera sous le feu de ces fusées. Donc on est dans cette émission en direct, un samedi soir à la télévision américaine, dans un climat un peu épidermique, et l'invité n'est pas du genre, en effet, à rassurer l'intervieweur. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui, le comédien Benoît Solès. Comédien et auteur, puisque cette pièce, Appelez-moi Tennessee, qu'il faut voir, j'ai envie de dire, c'est le plus beau résumé qu'on puisse avoir, le plus bel aperçu sur cette vie extraordinaire qui est celle de Tennessee Williams. Cette pièce se donne au Théâtre des Mathurins, bien sûr, mais c'est jusqu'au 9 avril, Benoît Solès, du mardi au samedi à 21h. Je n'oserais pas dire, moi, que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, mais ce que je peux dire, et qui est un compliment... On se les sert soi-même, n'est-ce pas? C'est ça. Mais il y a un compliment qui me touche beaucoup, c'est qu'à la sortie du spectacle, les spectateurs me disent « Ah, c'est formidable, ça m'a donné envie de revoir les films ou de relire les pièces. » Voilà, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Alors, revoir les pièces, c'est en fonction des mises en scène. Est-ce qu'il est encore beaucoup joué, Tennessee Williams? Oui, il est aujourd'hui un des auteurs américains et un des auteurs de son siècle les plus joués au monde, essentiellement évidemment le Tramway, la Ménagerie de verre. Mais il y a aussi paradoxalement aux États-Unis, comme on l'a dit, je crois tout à l'heure dans une interview que vous avez passée, quelque chose qui est encore pas complètement réglé quant essentiellement à sa sexualité, clairement. Oui, ça c'est l'aspect un peu trouble. C'est jamais tellement explicite en fait. Dans un film, par exemple, je dis film et pièce, évidemment, comme Soudain l'été dernier, on peut dire que c'est le thème central. Oui. Mais c'est un thème central caché, c'est l'Arlésienne. Exactement, c'est-à-dire dans cette pièce, on a le couple, alors pour parler du film et pas des noms des personnages, on a le couple Elizabeth Taylor-Paul Newman, et Paul Newman sombre un peu dans l'alcool parce qu'il semble très perturbé par la disparition d'un de ses copains, qui s'appelle Skipper, et on comprend dans la pièce, mais de façon... par petites touches, par non-dit, on comprend que ce fameux Skipper s'est donné la mort épouvantée qu'il semblait être par l'observation chez lui de la naissance ou du début de la naissance d'un sentiment pour son copain Brick, et Brick lui-même est dévasté par la mort de ce garçon. C'est d'ailleurs encore plus explicite au cinéma que ça ne l'est au théâtre. Au théâtre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut lire entre les lignes. Oui, il faut lire entre les lignes, et c'est vrai qu'au cinéma, on le perçoit peut-être un peu plus. Alors, sans doute aussi parce que la pièce avait fait un premier travail, que le cinéma, quelques années après, à chaque année, on gagne un peu de liberté, mais ça reste quand même toujours. Mais il le voulait de toute façon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne voulait pas faire une pièce totalement homosexuelle. Il a d'ailleurs, comme beaucoup d'homosexuels, la fascination aussi plus de l'hétérosexuel. Paradoxalement, il écrit dans son autobiographie, dans chaque pièce que j'écris, il y a toujours un personnage pour qui j'éprouve une forme d'attirance.
Et ce personnage, il est assez facile généralement de l'identifier. Oui. Alors, les grandes pièces, évidemment, on pense à La chatte sur un toit brûlant, A Cat on a Hot Tin Roof. On apprenait ça en anglais, moi, quand j'étais au collège. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'espère que oui. Ce sont quand même des pièces ce sont des espèces de disputes permanentes. C'est une tourmente, c'est un cyclone, ce théâtre-là. Il n'a fait finalement qu'un seul scénario de film, vraiment pour le cinéma. C'est-à-dire que tout le reste, ce sont des adaptations du théâtre. Absolument. Et même, alors là, vous parlez en effet de Baby Doll, qui est le seul film qui était directement un film et dont qui n'est pas été une pièce, même si un jeune metteur en scène qui s'appelle Benoît Lavigne est revenu en arrière et a créé, il y a 1 ou 2 saisons, une pièce. Il a fait la démarche inverse. La démarche inverse, voilà, qui était d'ailleurs un très beau spectacle. Mais chez Tennessee, il y avait même une antériorité à la pièce de théâtre qui était souvent la nouvelle. Et on peut lire ces nouvelles. Alors je recommande vraiment de lire ça, c'est absolument magnifique. Et on retrouve dans quelques nouvelles la genèse des pièces et donc la genèse initiale des films. Et c'est très beau. Alors les films en question aujourd'hui, ils sont encore, je crois, ils font partie des best-sellers en quelque sorte. On voit beaucoup tous ces films. Je crois que le Tramway fait partie vraiment des films aujourd'hui, du panthéon du cinéma. Oui, et puis il y a plein d'autres films un peu moins connus. Si on n'a pas vu Soudain l'été dernier, La Nuit de l'Iguane, il y a des adaptations de La Ménagerie de Verre aussi. Mais il y a vraiment des films à revoir extraordinaires avec des acteurs extraordinaires, parce qu'il faut se dire aussi que Tennessee Williams a été avec Elia Kazan ou Marlon Brando, il y a eu une rencontre entre plusieurs talents et qui ont ensemble ont créé cette œuvre-là, cette révolution. Et puis il y a tous les épigones, il y a tous ceux qui se sont inspirés directement de Tennessee Williams. Alors je parlais de McCullers tout à l'heure à propos de Reflet dans un œil d'or, dont on pourrait penser que c'est un scénario de Tennessee Williams, mais il y a aussi de jeunes auteurs qui aujourd'hui encore s'en inspirent. Vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous en êtes directement inspiré, puisque votre pièce, donc ça s'appelle Appelez-moi Tennessee, est directement une interprétation des dernières interviews, on peut dire de... Alors, en fait, c'est une interview imaginaire. Alors ça, c'est rigolo, parce qu'il y a un critique du Nouvel Obs, je crois, qui m'a fait une critique qui, je pense, se voulait un peu méchante, mais qui, en fait, était un hommage magnifique, puisqu'il a écrit « Ah, Benoît Solès s'est contenté de recopier la célèbre interview de Tennessee Williams. » Non, c'est vraiment une interview... Elle n'existe pas, en fait. Elle n'existe pas. Elle est totalement imaginaire. Il a raté son coup. Mais il y a on peut trouver, même sur Internet, quelques extraits vidéo de ces fameux shows de l'époque, animés par David Frost, ou ces grands intervieweurs, où on voit Tennessee Williams souvent assez embarrassé, venir répondre à des questions, parfois avec beaucoup d'humour, mais malheureusement il y a très peu d'extraits. Donc moi je me suis quand même pas mal lâché à titre personnel pour imaginer, c'est pas une pièce universitaire, c'est aussi il y a une interprétation personnelle, un hommage que je lui rends. Je m'appuie sur les éléments factuels de sa vie pour ne rien trahir, mais quant à la discussion entre le fameux Alvin Baker, le journaliste, et Tennessee, ou dans les scènes de flashback, où par exemple je reconstitue, j'imagine, la rencontre avec Brando 30 ans en arrière. Alors là, évidemment, dans ces scènes-là, je suis totalement dans l'imagination, mais j'espère pas dans la trahison. Appelez-moi Tennessee 2, et avec Benoît Solès et avec également Frédéric Saner, que nous n'avons pas cité, dans une mise en scène de Gilbert Pascal. C'est au Théâtre des Mathurins tous les soirs à 21h. Oui. Et c'est jusqu'au 9 avril, donc il faut se dépêcher, là, ceux qui veulent... Voilà, il faut se dépêcher, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent derrière, mais voilà, je pense que c'est vraiment un spectacle intéressant, drôle, je crois touchant, et on sort de là en ayant passé un moment avec Tennessee Williams, dans son intimité. C'est une pièce intimiste, dans une petite salle. On est proche des acteurs, proche des spectateurs. Et puis j'ai cité donc cette édition du centenaire chez Robert Laffont dans la collection bouquins Tennessee Williams, le théâtre, les romans, les mémoires, des nouvelles, enfin tout ça est un très belle édition. On peut évidemment évoquer la biographie inédite de Liliane Kergent, Tennessee Williams, ça c'est chez Folio Biographie. Et puis nous avons commencé l'émission par là, l'entrée fracassante, oui, c'est le cas de le dire, de Tennessee Williams à la Comédie Française dans cette dans ce grand spectacle de Lee Breuer, inspiré d'ailleurs du théâtre traditionnel japonais.